الفرصة الأولى وتكون مع فرص أخرى من بعد. هاي المجدة يعني هذا بالنسبة لنا هذا من أهداف مركز وطن هذا الفن. احنا نقوم تكوين في ورشات القذف تكوين تقني، لكن أيضا عندنا ورشة في القذف، عندنا أيضا ورشة لتكنولوجيا القذف، وهذا التكوين هذا يتماشى مع مخبر البحث نتاعكم ونوعية الدراسة نتاعكم. إن شاء الله هذه تكون فرصة أولى كما قلت، تكون ورانا فرص أخرى. مش طول عليكم برشا باش نعطي كلمة لسي أحمد. قلت ندير المركز هذا هو مركز للتكوين الكتومة كيف، واكيد ان الفرصه باش تجمع نظري مع تطبيق، وهذا مع بعد باش نشوف ورشه تطبيقيه، لكن نحكي كلمه سي احمد ومن بعد مدام خلص مكتوب. باقي شكرا سي محمد على الاستقبال هذايا. احنا فعلا هذه اول مناسبه نعمل المحاضره في المركز هذايا اللي هو بالنسبه للتراث والاثار والفنون في تونس. المركز هذا جدا لما كنا نقول بالطلبه كنا كمان نسمى c'est un joyau de la culture, c'est un monument du 15e siècle avec des pyramides constituées des plus belles et des plus particulières dans ce monument. Et en même temps, il y a un coup de chance centre de مركز فنون القذف اللي هو معناها عنده نشاط فريديكية. سي لا بروميير فوا نعملوا احنا مثلا في الارشيف في البيان في دار النصر في دار بن عاشور وفي الكوزير الدروار وأول مرة وإن شاء الله تكون هذه معناها بداية لمناسبات أخرى نقدموا محاضراتنا وملتقياتنا في المركز هذايا. اليوم فما شوية ريح هذا جيماجين ريح المركز اللي ايديال pour les conférences من النوع هذا. فوالا. المحاضرة اليوم أنا نستخدمها دونك الأستاذ Greg, scientifiquement c'est une référence. Mais malheureusement, نعيش نعرف روحها suffisamment. Elle est dans notre équipe, dans notre groupe, mais حتى في الرسول مش عارفة. C'est la spécialiste de la céramique médiévale. Elle a l'expérience, c'est tout. Donc, Madame Greg a commencé à travailler sur les céramiques Michel Srawa. En 97, هكا ولا في 97 تتربون déjà عنا جوا 97 معهد الآثار بحث 2003 تروح على الدكتوراه تناقشت في جامعة أكسون-بروفونس مع excellent spécialiste de la céramique médiévale en 2006. Et depuis, elle travaille régulièrement. Elle a pu travailler sur les collections de céramique médiévale les plus intéressantes et خدمة عليه مش une approche générale etc. Les collections اللي عرفتهم احنا موجودين في الجرانسي صبرا، العقادة، القروان، ورنا، تونس والعديد من المواقع الأثرية خدمت على الكولكسيون هذه elle publie régulièrement des articles, elle n'a pas publié des livres, alors que là, elle n'a pas publié. عندها مطروحة اللي هي عمل بحث كتابه في دو فوليوم. عندها أنا عرفت كوني كنت في لجنة المناقشة على الأشياء تاعها الشهادة هي الشهادة اللي هي أعلى شهادة علمية. والملف هذايا قدمت لنا deux ouvrages sur la céramique. Là, c'est une synthèse sur la céramique égyptienne du 9e et 2e siècle. Et le deuxième, c'est un travail sur la collection, une nouvelle approche sur la collection
de Woodland. On fait une collection très intéressante de céramique qui va de la période du milieu du 11e jusqu'au 12e, 13e. C'est ça. Donc, المجال الخزف بتاعك في الأفكار الخزف c'est l'écrivain le plus important qu'on trouve partout, dans tous les sites. Il n'y a pas d'archéologie sans céramique, c'est rare. Il y a un site où on ne s'appuie pas pour les datations, pour les données historiques sur la céramique. Donc, الحاكم بتاع سندس جريفيث في عمق مجال البحث الاثري وننتظر ان شاء الله البوبليكاسيون de ces ouvrages et les deux livres ils seront publiés. كان الازيان بتاعي هي بعد 4 كتب. على الوقت في دورين هذين ياخذوه جامعات اخرى، حتى جامعتنا لازم تفهم. يعني on n'a pas le temps de publier, donc j'ai déposé à l'époque des manuscrits, عارف الولايات تنزل الطماط في الحاسة c'est la dénomination qu'on peut publier plus tard. Mais c'est une publié. Mais par la dénomination de ce livre, je suis sûr que c'est publié parce que c'est vraiment solide. C'est vraiment qui s'appuie sur les matériaux, sur la céramique. Alors que, voilà, on a des synthèses, alors si Martin, si Stockdorek, etc. Très important, mais le travail scientifique le plus important, qui s'appuie sur les collections. Voilà, donc c'est l'occasion de découvrir ces recherches et de découvrir surtout la céramique de Sabra Mansouriya. Bien sûr, en partie il y a l'ouvrage en 2 volumes qui est en train d'être publié à Rome, qui porte sur la céramique de Sabra al-Mansouriya. Et bien sûr, la partie la très importante, c'est le c'est la céramique, c'est la part la plus importante. Ça sera publié bientôt, donc c'est les recherches de notre collègue. حبيت نترحم على روح خونا وصديقنا والإعلامي اللي اعتقد من الإعلاميين المثقفين أصلحنا واللي كانوا معناتها متابعينا في الأنشطة نتاعنا الكل، واعتقد أن دائما حاضر معكم، كان ديما حاضر معنا سناغ المهني اللي توفى يوم الصباح والبارح في الليل على اثر ذوبة قلبية. ألف رحمة ليه، واللهم إن شاء الله يكون فيه جنات النعيم إن شاء الله. Bonjour tout le monde. Je vais parler de la céramique islamique de récipient princière qui se trouve aux alentours de la ville de Kérouan, à savoir la Khada et Sabra al-Mansouriya. Donc notre choix porte sur le matériel céramologique de 2 cités islamiques de référence en Tunisie, à savoir la Khada et Sabra al-Mansouriya, recrutés comme 2 centres de pouvoir situés aux alentours de Kérouan. La situation des villes princières au sud de la ville de Kérouan. On voit la ville de Sabra. La ville de Sabra qui se trouve au sud de Kérouan, à 2 km au sud de Kérouan, l'Abbassia à 3 km et la Khada à 9 km. Donc, étant donné la richesse archéologique de ces 2 sites, il était important de s'intéresser à la céramique et on était sûr. Le premier site a été la résidence royale de la dynastie Aghlabi, Khada, je parle de la Khada ici, de 876 à 909, et pendant 12 ans, de 909 à 921, celle du califat fatimide, avec quelques sursauts à l'époque zéride, jusqu'au milieu du XIe siècle. Quant à Sabra al-Mansouriya, elle fut la nouvelle résidence des Fatimides après Mehdir, entre 947 et 973, avant de devenir le siège du pouvoir des princes zérides et de disparaître
sous le coup des attaques ilaliennes en 1057. Le choix de l'étude de la céramique de cette cité princière constitue dans une certaine mesure une contribution pour une meilleure connaissance de la céramique islamique en Tunisie et une approche d'un faciès archéologique islamique qui pourrait servir de référence. La plupart des séries étudiées proviennent des fouilles qui ont été effectuées à Raqada par le regretté Mohamed Massoud Chebi durant les années 60. À Sabra al-Masouria, il s'agit de fouilles entreprises par Simen Strasbis au début des années 50 et prolongées par une équipe franco-tunisienne de 1972 à 1982 et poursuivies par de nouvelles campagnes de fouilles, toujours dans le cadre d'un projet de coopération tunisio-français de 2003 à 2007. Nous entamons donc notre exposé par vous présenter l'histoire de cette cité princière, de la ville de Kéroun ainsi que leurs vestiges. Je commence par vous présenter le site de Raqada. La fondation des cités destinées à abriter la résidence musulmane est une pratique courante dans le monde musulman. Les exemples sont abondants. Nous citons les résidences capitales dans les régions aujourd'hui désertiques de Syrie, d'Irak et de Jordanie et de Palestine. Nous citons en particulier Samara, fondée en 836 par le calife Abbasi. En Ifriqiya, dès les premières années de la dynastie Aghlabite, nous assistons à la fondation d'Al-Abbasiyya en 801 à 3 km au sud de Kéroun, dont le nom rappelle l'obédience des Aghlabites au califat Abbasi. La deuxième résidence princière fut Raqada, fondée en 876 par Ibrahim II, 7e prince de la dynastie. La richesse des terres, la qualité de l'eau emmagasinée dans la lave phréatique ont favorisé la présence humaine à Raqada depuis l'époque antique. Une agglomération romaine s'est formée sur son territoire pendant les 3 premiers siècles de l'ère chrétienne. Cette présence s'est perpétuée à l'époque médiévale, dès les premiers siècles de l'islam, attestée aussi bien par la céramique que par des témoignages textuels. Cette occupation humaine s'est poursuivie selon la documentation archéologique et textuelle jusqu'à l'époque zérite et peut-être même hafside. On attribue au califat fatimide al-Mu'izz l'ordre de l'abandon de la cité en 953. Selon les termes de Georges Marseille, il ordonna de raser ce qui restait et de faire passer la charrue. Les jardins seuls furent épargnés. Cependant, nous avons la preuve que la ville a servi à cette action haineuse et qu'elle a connu une certaine vie sous les princes zérides, au moins jusqu'à 985, car le prince zéride al-Mansour y séjourna avant de rejoindre son palais à Sabra al-Masouria. Les invasions ilaliennes du milieu du XIe siècle lui portèrent le coup de grâce. Les recherches archéologiques sur le site, le regretté Mohamed Massoud Chebi a mené les premières recherches archéologiques sur cet important site islamique. Il entreprit des fouilles d'une manière discontinue de 1962 jusqu'à 1968. Les dégagements ont intéressé une structure palatiale étendue sur une superficie d'un hectare environ. On a une vue aérienne de Sabra al-Masouria. Grâce aux fouilles entreprises par Mohamed Massoud Chebi, on a pu dégager une Qasr un palais qu'il a identifié qu'il s'agit probablement de Qasr al-Sahel et d'un bassin. Les premiers travaux sur le site ont abouti au résultat suivant. Le monument le plus important qui fut dégagé est un bassin rectangulaire. On voit le bassin en bas, au milieu solide, épaulé par des contreforts intérieurs hémisphériques. Là, vous voyez les vestiges du bassin. D'autres installations occupent le site. Il s'agit d'importantes citernes et châteaux d'eau. Les fouilles permirent d'exhumer les 2 tiers d'un palais et probablement le Qasr al-Sah, le palais de la cour. Les restes du vestige du Qasr, il s'agit probablement du Qasr al-Sah, de forme presque carrée qui ne diffèrent guère des châteaux omeyyades de Syrie ou des châteaux abbassides. On passe à la présentation du deuxième site, Sabra al-Masouria. Les données des sources littéraires et archéologiques sur cet important site s'enrichissent d'année en année. En effet, les toutes dernières recherches archéologiques ont commencé en avril 2003 jusqu'au 2007, avec le concours de plusieurs participants dont des spécialités diverses: fouilles, prospection géophysique, géomorphologie, anthropologie, céramologie, études du verre, architecture des fours, architecture, épigraphie, etc. Là, vous avez des photos des dernières recherches archéologiques effectuées sur le site de Sabra al-Masouria. Suite à ces travaux, plusieurs études
dans le verre quelques catégories de céramique, le décor sculpté, de pierre et de sucre, en attendant la publication finale qui présentera les résultats de ces 5 années de travail de terrain. Je présente l'historique du site. Lorsque le calife Al-Mansour fonde dans sa propre cité palatine Sabr al-Mansouriya, il vient de triompher en 946 de la révolte d'Abu Yazid. Le choix de la ville de Sabr al-Mansouriya au voisinage immédiat de Cameroun semble marquer une volonté de réconciliation entre les Camerounais et les Fatimides. Les sources rapportent qu'Al-Mansour s'est installé dans son palais Al-Mansouriya en 948. On a entrepris la construction du rempart et l'édification du palais. Al-Mansour étant mort en 953, c'est vraisemblablement sous le règne de son fils Al-Mu'izz que la ville prit son aspect du centre urbain prospère. Après le départ du calife Fatimide Al-Mu'izz pour le Caire, son lieutenant Al-Maghreb al-Burki s'installa à son tour en 972 à Al-Mansouriya dans le palais même de son calife. Ce fut le début de la période zéro. Les sources attribuent à Sabra un plan circulaire. Elle marque ici un géographe arabe qui a vécu au Xe siècle, mentionnait que Sabra est arrondi comme une coupe et n'a pas sa pareille comparée à Bagdad. D'après les sources, plusieurs palais ont été édifiés sur le site. Sur l'aménagement de ces palais, on ne relève que quelques indications éparses à propos d'une salle d'audience, d'un bar, sur les mosquées ne disposant que de peu de mentions dans les sources. Sur la vie économique, nos connaissances sont très lacunaires. Elle marque ici relève simplement que la ville fut dotée de 2 souks. Al-Bakri rapporte que sous le règne d'Al-Mu'izz, les commerces se sont transférés de Kérouan vers Sabr al-Mansouriya. Pour les données archéologiques sur le site, les photos aériennes et les sondages effectués sur le site ont confirmé que la site des Fatimides adoptait un plan ovalisé. L'emplacement de Sabr al-Mansouriya au sud de Kérouan et son plan, elle a un plan en forme de ovale. L'examen des clichés aériens anciens suggère l'existence d'une seconde enceinte interne tangente à l'enceinte externe. Une photo aérienne de Sabr al-Mansouriya. Les fouilles ont permis de dégager un palais de forme rectangulaire et une partie de l'enceinte du site. Un seul palais a été fouillé, dont le plan aurait été en grande partie dégagé. Les travaux menés par Simenos Fazlis ont été poursuivis par la mission française. Ce palais s'inscrit dans un rectangle qui mesurait 86 mètres sur 22 mètres. Le mur sud est pourvu de 3 contreforts, 2 circulaires et un rectangulaire du palais. On l'appelle le palais sud-est de Sabr al-Mansouriya. Ce palais a été décoré par des matériaux qui ont été souvent trouvés hors contexte, comme le stuc, carreaux émaillés, marqueterie, revêtements muraux, l'ostra et pierres de mosaïque. Là, les trouvailles qui ont été trouvées dans ce palais, des plaques en céramique, des briques émaillées et des fragments de zénich qui ont été recueillis sur le palais. On passe à l'étude de la céramique. On passe au fond du sujet. Le site de la résidence de la dynastie Aghlabite nous a fourni une grande collection de céramique. Relevant de cette période, c'est-à-dire de la fin du 9e, début du Xe siècle. La céramique récoltée sur ce site par sa masse permet d'accéder à des données diverses, notamment d'ordre technique, économique, social. Les céramiques de la sont pour l'instant les premiers jalons de notre connaissance du vaisselier Aghlabite au début du Moyen-Âge en Ifriqiya. Le mobilier céramique de la période qui suit correspondant à l'instauration du pouvoir fatimide dans l'Ifriqiya de 909 à 973 est connu par les trouvailles faites sur le site de Sabr al-Mansouriya, une cité princière bâtie entre 947 et 972, date du départ des Fatimides pour le Caire. Notons ici que l'étude du mobilier céramique ne s'arrête pas à une classification typologique ou décorative ou à une attribution d'une datation. L'objet en céramique véhicule une connaissance plus approfondie sur la vie quotidienne des populations africaines, ainsi que sur l'évolution des tendances esthétiques qui régnaient à l'époque. Une transformation du vaisselier qui s'amorce au cours de l'époque aghlabite devait se poursuivre aux périodes suivantes. Elle aboutissait à un enrichissement réel des formes, correspondant peut-être à une transformation dans les procédés culinaires et dans les manières de table et de stockage. Pour présenter la céramique de ce site, nous procédons à un classement qui prend en considération aussi la fonction présumée de l'objet. Donc nous proposons 4 catégories principales: la vaisselle de table, la céramique de cuisson, le transport et le stockage, et enfin la céramique d'éclairage. Je commence par vous présenter la vaisselle de table des 2 sites.
La vaisselle de table ayant essentiellement pour fonction servir les mets et les liquides et bien présentée par des bols, des écuelles, des coupes, des coupelles, des plats, ainsi que des bouteilles, des cruches, des tasses, etc. Elle se différencie des autres types de vaisselle par un certain raffinement et par conséquent un choix d'argile plus fine. Durant les périodes aghlabites et fatimide-ozérides, les formes destinées au service de table ou à la consommation sont nombreuses sur les tables ifriqiennes et sont souvent glacurées et parées d'un décor. Dans la catégorie de vaisselle de table, les coupes et les plats constituent la production majoritaire, où plusieurs types sont définis, attestés aussi bien en céramique glacurée qu'en céramique sans revêtement. C'est pourquoi nous optons ici, dans cette catégorie de céramique, c'est-à-dire la vaisselle de table, de présenter que les coupes et les plats, vu comme on l'avait déjà mentionné, leur richesse typologique et décorative. On présente la vaisselle de table de Sabah al-Masrour, les coupes et les plats plutôt de site de Sabah al-Masrour. La céramique glacurée à Glabit, de la fin du 9e jusqu'au premier quart du 10e siècle, fait apparaître trois types de production distincts, aussi bien sur le plan morphologique que stylistique. Une première production de vaisselle massive par rapport aux autres productions, recouverte d'une glaçure jaune moutarde à décor vert et brun, témoignant d'une maîtrise de l'emploi de la glaçure flambifère. Présente la première. Quelques exemples de la céramique à fond jaune trouvée sur le site de la Qada. Une céramique qui se caractérise par un jaune moutarde et un décor vert et brun. Des services à fond blanc, un indice révélateur en Afrique, la deuxième production, c'est une céramique à fond blanc, un indice révélateur en Afrique de l'introduction précoce du procédé de l'opacification de la glaçure héritier des terres élaboré en Asie centrale et au Proche-Orient durant la période abbasside. La deuxième production, la céramique à fond blanc, quelques exemples de céramique à fond blanc trouvés sur le site de la Qada. Enfin, une troisième production à teinte vert bouteille. Quant à la chronologie de ces trois productions, nos connaissances sont encore lacunaires. On ne pourrait pas affiner l'ancienneté de chaque production par rapport à l'autre. Seules les fouilles stratigraphiques sur le site de la Qada pourraient répondre à nos interrogations. Reste que nos datations sont souvent attribuées en fonction des dates retenues habituellement pour l'occupation du site, c'est-à-dire de 868 à 921. La fin du 9e siècle et le début du 10e siècle. Cette diversité dans la production laisse entrevoir que la glaçure apparaît comme une technique maîtrisée si nous admettons qu'elle a vu le jour en africain au 9e siècle. Elle montre dès le début une grande variété. On note l'emploi de la glaçure flambifère, mais aussi d'une glaçure opaque à l'antimoine et très vite d'animail à l'étain. Le 9e siècle se présente ici comme une phase de transition et de mutation technique. La distribution de ces céramiques sur plusieurs sites en Ifriqiya, même si le site de Qada reste le site où a été trouvé le plus gros lot de la céramique aghlabite en Ifriqiya, indique une diffusion rapide de la technique de fabrication de glaçure et un savoir-faire très vite maîtrisé. Là, vous avez une carte qui montre les différents sites ayant livré de la céramique jaune de Qada. Bien que les différentes phases du processus de perfectionnement de cette technique nous sont toujours inconnues, des hypothèses restent toujours valables sur les provenances et les pratiques et les transferts de technologie. Il s'agit de techniques qu'on a toujours supposées comme importées d'Orient, notamment d'Irak et d'Iran. Il reste à faire et à consolider cette hypothèse. Les études comparatives ont fait apparaître des similitudes non négligeables dans les styles et les techniques, indiquant une même ambiance stylistique, mais de possibilités techniques et de besoins, voire de modes semblables. Il s'agit bien d'un courant orientalisant, observé tant pour les formes que pour les décors. Pour les productions jaunes, elles s'inscrivent dans des courants de fabrication caractérisant principalement l'Orient. Ce sont des répliques, des céramiques connues dès le 9e siècle en Syrie et en Perse. Là, vous avez relevé quelques similitudes entre les céramiques trouvées à Qada et des céramiques trouvées sur le site de Raqqa au nord de la Syrie. Ces observations témoignent des liens étroits qui unissent l'Ifriqiya à l'Orient. Cette production est déclinée dans de nombreuses formes, dont certaines sont fréquentes, comme les coupes à parois basses hémisphériques. Là, vous avez les différentes formes de céramique à fond jaune sur le site de Qada. Les formes les plus fréquentes sont les, ce que vous voyez, numéro 1 en haut à gauche.
les formes hémisphériques basses, les formes carénées à carènes accentuées, avec un bord dans des différentes dimensions, avec un bord simple ou un bord chanfreiné ou un bord. Cette céramique jaune présente surtout des coupes à grand diamètre, à carène anguleuse, comme je l'ai déjà montré. La couleur jaune qui couvre cette céramique est souvent de ton jaune moutarde, légèrement verdâtre, avec des motifs tracés en brun de manganèse français, tirant au violet et remplis en vert de cuivre français, avec une décoration couvrante aux motifs serrés, une ornementation souvent à répétition, à base de quadrillage damier ou d'échiquier, étalé sur toute la surface du fond. Là, vous avez différents types de décors en quadrillage ou en damier sur les céramiques à fond blanc de Raqad. Là, vous avez quelques échantillons, c'est pas toutes les représentations. Ou des décors rayonnants, constituant des rosaces qui rayonnent à partir du centre. Différents types de rosaces illustrés sur la céramique à fond jaune de Raqad. Et aussi différentes représentations de l'étoile. On essaie toujours de remplir les espaces environnants par des fleurs de lotus, comme on voit ici. La fleur de lotus qui s'intercale avec les pétales des rosaces ou des triangles inversés par le sommet remplis par des étoiles assez blanches. Nous relevons également quelques figurations libres exprimées surtout par des volatiles aussi figés, stéréotypés, ou des animaux à l'allure de félin ou de quadrupèdes. Le décor zéomorphe sur la céramique de Raqad est exprimé surtout par des volatiles stylisés, un félin stylisé ou des quadrupèdes. En effet, les coupes à glavite à teinte jaune offrent souvent un thème décoratif principal auquel s'ajoute un ensemble de petits motifs identiques ou différents qui meublent le champ laissé libre par la composition thématique. Les motifs de remplissage sont empruntés au domaine géométrique et floral, certains se situent à l'intersection des deux. L'examen de cette production germe laisse déduire que le potier musulman semble souvent ne pas supporter l'absence de décor sur certaines zones de la poterie. Cette aurore vécue a été fréquemment relevée par les historiens de l'art, phénomène qui est souvent souligné par M. Abdelaziz Daouledi. Cette céramique à teinte jaune moutarde est rencontrée dans toutes les fouilles de nombreux sites ayant connu une occupation à glavite. Une carte qui montre les sites ayant livré de la céramique jaune. En absence de traces de four ou d'un centre de production pour cette céramique, nous présumons que Raqad fut un centre producteur de cette céramique. Cette hypothèse reste très probable compte tenu des quantités abondantes de cette production découverte sur le site. Cette céramique présente des analogies frappantes avec des trouvailles faites ces dernières années en Sicile dans des contextes datant de la fin du 9e et le premier quart du 10e siècle. Ceci pourrait être expliqué par l'histoire commune et la proximité et les liens économiques qui relient les filiales à Sicile. On passe à la présentation de la céramique à fond blanc. Quant à la céramique à fond blanc, elle serait dans l'état actuel de nos connaissances la plus ancienne à couverture blanche, qui serait probablement de l'émail. Reste à confirmer cette hypothèse par des analyses. Découverte en Afrique, seules les analyses pourraient répondre à nos doutes. Cette céramique dénote d'un courant orientalisé observé aussi bien sur le plan des formes que des décors. Là, je relevais quelques similitudes entre les céramiques de Raqad et quelques fragments de céramique trouvés sur le site de Samarra, en Irak. Les formes des coupes s'inspirent de la porcelaine chinoise. Leur typologie renvoie à des exemplaires qui montrent des coupes à parois évasées ou à lèvres déversées vers l'extérieur ou des plats à marlis larges. Le décor, comme on voit ici, des coupes de forme tronconique, des plats à marlis larges. Le décor est souvent à caractère épigraphique, exploité souvent comme composition de base, ainsi que des décors informels sous forme de coulures ou de taches. Cette production de céramique à fond blanc n'est attestée à notre connaissance que sur le site de Raqad, témoignant d'une destination probablement à un groupe de population. S'agit-il de commandes spécifiques réservées à une clientèle au goût différent? Les productions vertes constituent la troisième production. Elle est rare sur le site de Raqad.
La morphologie des coupes à parois vertes rappelle la morphologie des coupes à fond jaune. Et elle est exprimée surtout par des coupes hémisphériques basses ou des coupes à carénées avec un cordon croisé. Le décor sur cette production se limite souvent à des cartouches jaunes, portant souvent un décor épigraphique. Donc c'est dans les fouilles de la Raqada où ont été trouvés les plus nombreux échantillons de céramike aghlabite. Les coupes glacurées courantes sur ce site étaient surtout celles à couverture jaune, suivies de celles à couverture couverte en blanc, et enfin les coupes vertes. Le décor des céramiques vernissées semble avoir fourni des thèmes riches. Les innovations qui constituent alors l'usage de la céramique au blanc ou les mailles sanitaires apparaissent à peu près au même moment dans des régions éloignées ou voisines. On passe à la présentation de la céramique des coupes et des plats du site de Sabra al-Mansouriya. Donc, pour la période s'étalant de la deuxième moitié du Xe jusqu'à la première moitié du XIe siècle, correspondant à peu près à la période zéride, à la période fatimide et la première période zéride, les fragments les plus éloquents proviennent du site de Sabra al-Mansouriya, capitale des Fatimides, puis des zérides de 1948 à 1050. Les différentes investigations archéologiques récentes menées sur ce site de référence ont permis de mettre au jour des céramiques très variées, dévoilant des indices qui pourraient servir de base à une chronotypologie. Ces ensembles, qui reflètent parfaitement la culture matérielle en matière de céramique d'Afrique au cours du Xe au XIe siècle, ont révélé une survivance de trois couleurs de fond déjà observées dans la céramique aghlabite, le jaune, le blanc et le vert. Cependant, le contraste est saisissant entre les productions céramiques aghlabites et celles des périodes fatimido-zérides. En effet, les formes ont bien évolué sur la durée. Il nous apparaît que d'emblée, il y a des différences entre les deux productions. Ce qui laisse présumer qu'on est en présence de lieux de production différents malgré la proximité remarquable entre les deux villes satellitaires, Raqada et Sabra. La céramique du table durant cette période présente un ample éventail de formes et de productions, incluant des productions rares comme la colle glacée, la lustre métallique et la porcelaine. Pour la production de céramique glacée à décor vert et brun, en total, 3 groupes peuvent être nettement individualisés, essentiellement à partir de la caractéristique chromatique. Par ailleurs, on assiste à un usage surtout d'un jaune pâle clair ou d'un blanc crème pour le fond. Le vert est peu utilisé, se fond souvent de teinte claire. Les coupes à carré avec un bord légèrement épaissi à l'extérieur, ou comme vous voyez sur la numéro 4, ou avec un cordon passé et qui constitue probablement un rappel des coupes aghlabites. Durant cette période, la vaisselle de table se démarque aussi par un certain raffinement, par conséquent un choix d'argile plus fin. De nouvelles productions font leur apparition. On parle ici de la céramique à parois fines, qu'on appelle l'eggshell, la coquille d'œuf, vous voyez 1 et 2 en bas. Ornant les surfaces de ces coupes, nous constatons qu'elles sont souvent ornées de frises sur leur paroi supérieure, comme la tresse. On voit ici sur la paroi supérieure de ces coupes, sont ornées souvent par des tresses cordiformes, on voyait sur la 6, ou des tresses à 2 ou à 3 brins, ou des bandes verticales, comme vous voyez sur la 7, et des demi-lunes. Le fond est occupé des éléments floraux ou géométriques, ou des animaux, ou un décor animalier, isolé ou affronté. On voyait ici. La figure humaine fait son apparition durant cette période. On voit les différentes représentations de décors zoomorphes sur la céramique de Raqada, intégrées dans des scènes de guerre, des scènes de chasse. Les thèmes zoomorphes reproduisent souvent des thèmes orientaux. Les inscriptions koufiques semblent occuper un rôle secondaire dans la décoration, et ce à l'inverse de l'époque aghlabite, où elles constituent un décor de base. Ce produit émaillé à décor vert et brun majoritaire se côtoie avec d'autres productions de luxe. En effet, des fragments de production rares viennent compléter le panel. Il s'agit de productions turquoises découvertes exclusivement sur le site de Sabra al-Mansouriya. Et dans les premières investigations
archéologiques et archéométriques menées sur ce site ont montré que cette production serait d'un atelier créé dans un complexe palatial sur le site. Une deuxième production est à remarquer, c'est la céramique à lustre métallique qui semble occuper une partie de vaisselier, illustrée surtout par des coupes à tendance hémisphérique, comme vous voyez à gauche, par des coupes de forme à tendance hémisphérique ou des coupes à marly. Les productions décorées au lustre métallique présentent des reflets compris entre le jaune citron, le jaune doré et le brun cuivré. Ce type de décor est appliqué sur un émail épais de bonne qualité, contrairement aux céramiques verts et bruns, souvent altérées. Suite à des analyses pétrographiques et chimiques, des indices de production locale sont aussi repérés sur le site de Sabha al-Mansouriya, ceci sans oublier de mentionner quelques fragments importés d'Orient. On a une troisième production rare sur le site, une production de Guardacé qui est mentionnée sur le site, présentant des fragments d'aspect assez proches des productions andalouses, avec des décors rares et exceptionnels. Ces céramiques datent du XIe siècle. Donc il est difficile de savoir si cette céramique est produite sur le site même ou il s'agit de production importée. Enfin, il faut signaler des pièces plus exotiques, illustrées par des petits bols en porcelaine originaires de Chine. Donc la variété des céramiques importées, porcelaine, l'échelle de la céramique fine, le lustre métallique, témoignent du dynamisme de Sabha al-Mansouriya à cette époque et de la diversité de ses réseaux économiques. Ces produits retrouvés dans des contextes du Xe et XIe siècle, voire légèrement postérieurs, sont les témoignages des échanges de l'Ifriqiya au sein du bassin méditerranéen et l'Orient. Pour conclure sur cette partie, signalons que la diversité et l'essor des formes de coupe peut correspondre à l'évolution des mœurs de table. Malgré cette variété, d'un point de vue morphologique, la vaisselle de table reste en quelque sorte dans la continuité du répertoire apparu à la fin du IXe et début du Xe siècle. Les coupes à carême semblent se situer dans la continuation des productions aglabites de la Rada, avec des modifications certes. De nouvelles formes sont apparues, dont quelques-unes continueront à être diffusées au siècle suivant, c'est-à-dire vers la fin du XIe et début du Xe siècle, se côtoyant avec le moderne. On passe après avoir fini de présenter la vaisselle de table de deux sites, on passe à parler de la céramique culinaire, céramique de cuisson. D'une façon générale, d'après les trouvailles rencontrées sur les deux sites princiers, Al-Rada et Sabha al-Mansouriya, l'équipement culinaire est dominé essentiellement par des marmites, des jattes et des brasseries. Pour les céramiques culinaires de Al-Rada, la céramique est issue sont composées de deux formes principales, les marmites et les braseros, et accessoirement les jattes que vous voyez en bas, les pièces numéro 5 et 6. Pour les marmites, elles apparaissent à la fois innovantes et encore proches de l'héritage de l'Antiquité tardive. Elles ont été confectionnées dans une pâte grossière qui contient essentiellement de grosses inclusions cristallines. Outre ces vases à cuire, le répertoire de la cuisine comprend aussi, dans des contextes du 9e et du 10e siècle, c'est-à-dire dans des contextes aglabites, des braseros ou des fourneaux portatifs cylindriques, la 3 et la 4. Ils s'appuient sur 3 pieds, tripodes, avec des tournants soit collés soit sur le marly, soit sur le fond. À ces deux ustensiles, c'est-à-dire les marmites et les braseros, ont été identifiés souvent dans des contextes aglabites des jattes d'assez grande taille, à col cylindrique court et large et à 2 anses. On passe à la présentation de la céramique culinaire de site de Sabha al-Mansouriya. En Ifriqiya, la vaisselle culinaire issue des contextes remontant à la fin du Xe et la première moitié du XIe siècle se différencie morphologiquement du groupe précédent par un registre des formes nettement plus variées que celui de la vaisselle de la période aglabique, intégrant des nouveautés aussi bien morphologiques que décoratives. Son répertoire va connaître plusieurs apports notables par rapport à la période précédente. Durant cette période, le domaine de la cuisson est désormais illustré par plusieurs types de production. En effet, les vases à cuire issus de différents sondages et fouilles effectués sur le site princière, sur la cité princière de Sabha al-Mansouriya, site qui représente par excellence les productions de céramique culinaire de cette période, se répartissent principalement dans 3 catégories de production. La céramique
culinaire modelé. Là, vous voyez les céramiques culinaires Fatimi Dozeri, donc on distingue 3 types de production sur le site de Sabal Masouria. Céramique culinaire modelée, une céramique culinaire tournée, illustrée par des braseros, des marmites décorées avec un décor peigné ou un décor exécuté à la roulette, des charpes aussi. Et enfin, une 3e production. Les céramiques culinaires peintes, illustrées par des jattes profondes et des marmites. Enfin, nous relevons que cette série de réceptions culinaires est typique des formes islamiques d'époque Fatimi Dozeri, datée de la fin du Xe jusqu'à la fin du XIe siècle. L'innovation enregistrée dans les techniques de fabrication de la vaisselle de cuisine, avec la présence de 3 modes de production différentes, modelées à la tournette, tournée et tournée peinte, impliquera-t-elle de nouvelles habitudes alimentaires et une consommation de denrées bien particulière. Je passe à la présentation de la céramique de stockage. En Afrique, la vaisselle destinée au stockage de l'huile, la conservation des denrées et de tout autre liquide devait occuper une place importante dans les foyers. Dans les collections de Raqad et de Sabr al-Masouria, cette catégorie de vaisselle présente un riche répertoire de formes. Les vases de stockage trouvés sur le site de Sabr al-Masouria. Pour les contenants à clavite, le site de Raqad a livré, sur le site de Raqad, a livré des exemplaires de dimensions et de morphologie assez variées. L'abondance de certaines formes laisse supposer une production en série, homogène, attribuée pour la majorité à la fin du 9e et début du 10e siècle. Cependant, un examen des contenants de stockage relevant de cette période montre que des différents éléments sont inspirés de l'Antiquité tardive, tout en intégrant des nouveautés islamiques. En fait, il ne semble pas qu'il y ait une rupture à proprement parler avec les formes en usage à l'extrême fin de l'Antiquité, mais plutôt un glissement progressif conduisant à une islamisation des formes ou à une médiévalisation des formes. Les vases de stockage mis en évidence se situent dans la filiation tardo-romaine, trouvent leur origine soit dans le répertoire des amphores africaines, attestés dans les niveaux byzantins tardifs, soit présentent des ressemblances avec des jarres en usage sur des sites orientaux datés de la période fatimide. Pour la vaisselle de stockage datant du Xe et du XIe siècle, c'est-à-dire trouvés sur le site de Sabr al-Masouria. En comparaison aux jarres à clavite qui présentent des formes qui se trouvent dans la filiation tardo-antique, les contenants identifiés dans les contextes de la fin du Xe et la première moitié du XIe siècle marquent une évolution vers des formes plus islamiques. Des formes connues dès la période aghlabite connaissent des modifications sans doute dues à des demandes des utilisateurs. Le répertoire se diversifie considérablement, de nouveaux procédés de fabrication et de décoration apparaissent et des produits importés font leur avènement, permettant de renouveler le répertoire des vases de stockage en Afrique. On distingue ici 2 types de production, une production de céramique locale à pâte calcaire claire et une deuxième production, une céramique de stockage importée. Outre ces genres de production locale, la pâte calcaire claire a été mise en évidence sur le site de Sabr al-Masouria et une série importante de conteneurs particulièrement bien conservés, correspondant à des types dont leur caractère technique et morphologique trahissent une probable origine étrangère. Ils ont été fabriqués dans une pâte dure et sombre avec un décor peint, comme vous voyez sur la photo numéro 6, contenant une forte proportion d'inclusion blanche visible à l'œil. La surface externe des fragments cancellés d'inclusion blanche et souvent décorés de bandes bruns, rouges ou noirs. Les investigations techniques poussées avec la technique de fluorescence X et examen pétrographique laissent penser à une origine sicilienne et en particulier à la région de Palerme. Pour le contenu de ces vases, les analyses pétrographiques effectuées sur des résidus à l'intérieur des amphores laissent penser à un produit résineux proche de la poire. Certaines analyses permettent de croire à un contenu solide ou visqueux, peut-être le sucre, dont la production avait été introduite en Sicile dès le IXe siècle par les concurrents aghlabites. On peut penser aussi au vin, aux salaisons de poissons, dont la production était très active sur le littoral septentrional et occidental de la Sicile.
Donc, pour résumer cette présentation des vases de stockage des sites de Raqada et de Sabra al-Mansouriya, cette présentation des vases de stockage montre qu'une grande partie des jarres trouvées sur le site de Raqada se situe dans l'affiliation de l'Antiquité tardive. La vaisselle destinée au stockage, découverte sur le site de Sabra al-Mansouriya, s'enrichit de formes des verres sur lesquels se développent des décors rondés, peignés. Le premier groupe est constitué essentiellement de jarres de grande contenance, des formes caractéristiques de la fin du 9e et la première moitié du 11e siècle. À ces formes prédominantes s'ajoute un second groupe fortement représenté par des jarres de moyenne contenance, offrant une gamme des formes plus élaborées et se multiplie durant la fourchette chronologique qui s'étend de la première moitié du 10e jusqu'à la première moitié du 11e siècle. Il en est de même pour les amphores importés provenant de la Sicile, qui font leur émergence durant cette période. L'apparition de ces nouvelles formes, ainsi que la fréquence d'amphores importées, est sans doute à mettre en relation avec un changement dans les pratiques de stockage des habitants. Cette diversité dans la morphologie des contenants est due probablement à l'essor économique qu'avaient connu les frikias au Xe siècle. Je passe à la présentation de la céramique d'éclairage. Je présente les lampes du site de Raqada. Donc, on distingue deux grandes catégories. Des lampes à réservoir tronconique munies d'un ou de plusieurs becs en forme d'amande. Ce groupe englobe les lampes à réservoir tronconique à surface supérieure plate, percées d'un orifice central. Elles sont pourvues d'un seul ou de plusieurs becs courts en forme d'amande, collés à l'opposé d'un tenant de préhension. Ces lampes à réservoir tronconique et à bec court semblent exprimer à la fois les influences culturelles véhiculées par l'Orient et un apport à l'Occident antique marqué essentiellement par un bec à longueur limitée. S'agit-il d'un modèle antique adapté au style de l'époque? Notons ici que le bec court se rattache aux lampes islamiques précoces, rappelant un antécédent antique. Le bec lent ou allongé caractérise plutôt les lampes fatimido-zirides. On distingue aussi une deuxième catégorie de lampes sur le site de Raqada, les lampes qu'on appelle les lampes ventales. Ces lampes dérivent d'un prototype byzantin qui est bien attesté en Afrique à Carthage dans des contextes du 6e et 7e siècle. Il semble que l'engouement pour cette forme va permettre une survie de ce type jusqu'à la période islamique. Pour les lampes du site de Raqada, du site de Sabra al-Mansouriya, quoique le vécu de cette ville soit assez court, s'étendant sur plus d'un siècle, le site nous a livré une grande panoplie de formes de lampes. Elles sont illustrées par des lampes à réservoir cylindrique ou des lampes à réservoir cylindrique ou réservoir hémisphérique, avec une surface supérieure ajourée, comme vous voyez sur la 34 à droite, ou à surface supérieure soulignée par des réseaux. Donc, à partir de la deuxième moitié du XIe siècle, il faut noter la tendance à un doucement du corps général de l'objet, une évolution des parties hautes. Donc le réservoir est surmonté par un col entonnoir de forme tronconique à partir de la deuxième moitié du XIe siècle. Donc, après avoir présenté les principales caractéristiques des différents types de production qui étaient en circulation sur le site de Raqada et de Sabra al-Mansouriya, il y a lieu de poser la question sur les centres de production de ces collections. Aucune preuve de production, pas de découverte archéologique d'atelier n'est attestée dans ces villes princières, excepté l'atelier de production de céramique turquoise ou à lustre métallique localisé à Sabra et relevant d'une phase post-fatimide. Pareil pour le site de Raqada, où n'a été reconnu qu'un four utilisé pour la fabrication des briques. Notons que même si le matériel céramologique de ces deux sites a fait l'objet de plusieurs études typo-chronologiques, la possibilité de production locale reste en suspens. Souvent, il vient à l'esprit qu'il s'agit d'une production fabriquée sur le site même, une idée appuyée par le grand éclat acquis par ces deux sites durant la période médiévale, du fait qu'ils constituent des capitales princières. Aussi par la quantité importante de céramique attestée sur ces deux sites. Seules des investigations archéologiques poussées pourront répondre à nos interrogations. Juste pour vous donner une idée, je vous présente le four qui a été découvert sur le site de Sabra al-Mansouriya.
Donc ce four a fait l'objet d'études par le spécialiste des fours Jacques Thériault, a été fouillé entre 1950 et 1974 et a fait l'objet d'un nouveau dégagement en 2004 et 2005 dans une serre de palais. Ce four a produit de la céramique couverte d'une glaçure blanche ou bleu turquoise laiteuse et de la vaisselle décorée au lustre métallique. Une information qui est appuyée par la présence de ratés de cuisson confirmant la production locale de ce type de faïence. Dans cet atelier, l'auteur de la fouille a pu identifier deux petits fours successifs que vous voyez en bas qui ont pu servir pour la préparation de la frite, une matière première pour la fabrication des glaçures, dans l'atelier des potiers ou pour la réalisation des objets de verre soufflés dans l'atelier de verrier proche. Après étude de l'architecture et de mode de fonctionnement de cet atelier, Jacques Thériault conclut que ce four à bar, unique en Occident pour le moment, et ces fours à frites totalement inédits s'inscrivent dans une évolution des techniques où le monde musulman a joué un grand rôle. La chronologie de ce four est assurée par une datation radiocarbone et des mesures archéomagnétiques qui suggèrent de situer la dernière cuisson vers le milieu du XIe siècle. La date de mise en place de cet atelier demeure inconnue. Selon une déduction présentée par M. Patrice Cressier, ce four aurait été créé après le départ des Fatimides pour le Caire. Il situe par ailleurs la pleine activité de l'atelier de potier entre la fin du Xe et le milieu du XIe siècle. Ce four installé dans un complexe palatial, produisant une céramique rare, sûrement de luxe, nous incite à se demander sur le rôle du pouvoir à contrôler cet artisanat. S'agit-il de la production de lustres avant-coureurs servant d'offrande de marque? Ces interrogations favorisent l'hypothèse d'un lien privilégié entre les potiers et le pouvoir, un axe de recherche qui reste à examiner. Pour conclure, au terme de cette présentation sur les céramiques des cités princières Raqada et Sabra al-Nasourir, nous pouvons citer les conclusions suivantes. Sur le plan morphologique, la céramique de ces sites ne montre que certaines ressemblances lointaines. La silhouette générale se rapproche pour certaines formes, mais les similitudes sont quasiment absentes. Plusieurs formes de Raqada se trouvent dans la filiation antique, telles que les marmites. Aussi, certains types de jarres s'inspirent de formes traditionnelles d'époque vandale et byzantine. Tout comme les marmites et les jarres, les lampes présentent plusieurs types hérités des modèles de lampes connues d'époque vandale et byzantine. En revanche, à Sabra al-Nasourir, si on reprend les formes citées ci-dessus, on s'aperçoit bien qu'elles s'inscrivent plutôt dans des familles islamiques. Les marmites se présentent avec des formes plus arrondies, une lèvre plus travaillée. Les jarres se montrent avec un col ouvragé, souvent peigné, mouluré, ou portant un décor pincé. Les lampes à Sabra al-Nasourir ont un réservoir plutôt arrondi avec un canal allongé, se rattachant plutôt à une tradition islamique. Sur le plan stylistique, les collections de Raqada, de céramique glacurée de Raqada, permettent de distinguer essentiellement deux groupes, un premier à fond jaune et un second groupe à fond blanc. Pour la céramique jaune, on relève des modèles décoratifs spéciaux très couvrants et diversifiés et foisonnants, parfois, à base de formes géométriques simples ou complexes. Le second groupe présente des compositions plus élégantes et un meilleur équilibre entre le plein et le vide. Là, je parle de la céramique à fond blanc. L'attention reste portée sur le support blanc. Quant à la céramique glacurée de Sabra al-Nasourir, elle présente une palette de couleurs qui se réduit essentiellement au brun sur un fond blanc ou jaune. Outre la céramique glacurée à décor peint, nous rencontrons de la porcelaine, de la céramique à reflets métalliques, de la céramique turquoise ou émaillée en blanc et de la céramique mince et une production en lustre métallique. Des catégories de céramique qui laissent supposer que la ville de Sabra al-Nasourir était habitée par une population qui serait portée sur une vie de luxe et de faste. Le répertoire décoratif des céramiques de Sabra al-Nasourir est assez évolué par rapport à Raqada. Le lièvre, le cheval, le lion, les animaux fantastiques apparaissent dans le décor zoomant. Les figurations animales se présentent de plus en plus comme un décor central qui occupe tout le champ décoratif interne. Le décor des céramiques de Sabra révèle l'apparition des figurations anthropomorphiques totalement absentes dans la céramique de Raqada, comme les cavaliers, les fauconniers, les figures féminines et les guerriers. Du point de vue chronologique, les collections de Raqada se situent entre le 9e et le 10e siècle, se rattachant plutôt à des productions orientales. Par contre, les collections de Sabra al-Nasourir se cadrent chronologiquement entre la deuxième moitié du 10e et le 11e siècle, s'inscrivant dans une ambiance qui rappelle les productions de la Méditerranée occidentale.
Pour la céramique de Raqada, les chronologies comparatives autorisent de penser à une production qui a puisé dans le répertoire romain tardif et marquée par un emprunt oriental assez évident, surtout à l'Égypte, l'Irak et la Syrie, tout en demeurant fidèle à un fond local. La céramique à fond jaune, sur lequel a été peint un décor en verre et brun, semble rappeler des productions orientales de Nishapur, remontant à la même époque que la production de Raqada. Une autre composition qui semble affirmer l'influence orientale est celle du fond blanc, avec un décor en verre et brun originaire de la Mésopotamie abbasside. L'acheminement de ces techniques orientales vers Kérioran laisse supposer que cette métropole fut un relais qui a contribué à la propagation du modèle oriental vers la Méditerranée occidentale. Le plus gros de la céramique de Sabah al-Mansouriya se répartit entre le Xe et le XIe siècle, ce qui correspond à la période d'apogée du site. Cette céramique permet surtout des comparaisons avec la Sicile, l'Algérie, la Libye et l'Espagne, ce qui dénote de l'intensité des échanges commerciaux et probablement techniques entre les peuples de cette aire géographique. La céramique de Sabra se rattache ainsi à une autre atmosphère culturelle circonscrite dans la Méditerranée occidentale et se présente ainsi différente des ambiances de Raqada qui sont plutôt orientales. Je vous remercie pour votre attention. Merci pour cette conférence qui constitue qui est plutôt une approche académique, rigoureuse, technique, un peu difficile pour nos étudiants qui n'ont pas une grande connaissance de la céramique, mais quand même, on a quelques références, on a quelques connaissances de base pour comprendre la céramique dans l'histoire de la Tunisie, l'histoire islamique, l'histoire antique et l'histoire moderne également. Et l'importance de la céramique dans cette histoire. La présentation nous a donné quelques références sur des pièces qui remontent plutôt 9e, 10e pour Raqada, pour maintenant 10e, 10e, 11e pour Sabra al-Mansouriya. Et l'approche était, vous étiez un peu enfermé, du moins pour les photos, etc. Dans le texte, on a vu que vous avez une connaissance assez large sur la céramique mésopotamienne, irakienne, syrienne, égyptienne, la Sicile, l'Italie, l'Andalus de notre côté. Donc, il faut prendre ces connaissances, localiser, focaliser sur deux sites seulement. Sabra, Raqada et Sabra al-Mansouriya. Heureusement, les recherches de Greg portent également sur notre site et sur Kérouan, parce qu'il faut le mettre en rapport avec Kérouan. Moi, le premier réflexe, j'ai pensé à la belle collection de céramique, de carreaux de céramique à l'aspect métallique de Kérouan. Et on a vu dans les motifs de la céramique de Raqada, c'est des similitudes entre les carreaux donc de la grande mosquée, la belle collection unique dans le monde qui se couvre le mihrab de la grande mosquée de Kérouan, en 150-160 carreaux, une collection unique de céramique à reflet métallique. Également, une chose, un élément qui a été évoqué dans cette belle présentation, c'est le rapport avec l'Antiquité et avec l'Orient. La islamique, est-ce que c'est une coupure avec la période antique, la période pré-islamique, ou c'est la continuité? Moi, j'avais dit dans l'architecture, j'avais 30 ans de dire qu'il y a une continuité avec l'Antiquité romaine et byzantine incontestable. Je dis même pas d'évocation que Zeytoun au Kérouan, c'est un bâtiment qui ont parti romain et byzantin. La plus belle collection de marbre de Kérouan, elle est romaine et byzantine, plus de 400 pièces, les chapiteaux, la Zaytouna également. C'est des monuments qui rappellent la basilique de Damas au Carita. Une série de nefs, c'est la même architecture. Il y a une continuité. Dans les céramiques, il y a une rupture quand même importante. Parce que avec la période islamique,
le nouveau, c'est l'utilisation des oxydes et les couleurs. Des connaissances que les étudiants doivent connaître. La céramique antique, c'est la sigillée, avec, etc. La céramique c'est les couleurs. Le jaune, le blanc, le vert, c'est la céramique arabie. Plus tard, le bleu à l'époque ici, et plus tard, la polychromie de Khalali. Donc tout ça, il faut voir cette conférence très importante dans cette perspective. Depuis l'Antiquité, au Moyen-Âge, et jusqu'à l'époque moderne, il y a une continuité, il y a des rapports entre ces systèmes. Donc voilà, la conférence est très riche et elle ouvre des débats sur la céramique qui est très importante dans l'art islamique et dans le domaine de l'archéologie. Donc je donne la parole à la salle si vous avez des questions à poser à Madame Sobesgrek. Elle vient de très loin, je vous le dis, et pour le remercier. Et c'est tout le temps que vous avez, Madame Sobesgrek, pour répondre à vos questions. Les jeunes chercheurs, lorsque vous avez des problèmes de céramique, il faut la contacter. La recherche, c'est avoir un réseau de connaissances parmi les chercheurs, les professeurs ou même les jeunes chercheurs. Et vous allez rencontrer la céramique. Dans vos recherches, n'hésitez pas à lui demander son avis sur vos programmes. Ah oui. Bonjour, merci beaucoup. Merci pour la présentation, elle est magnifique, elle est parfaite. Alors ma question, elle est sur les raisons de cette immense différence entre les deux sites. Pourquoi est-ce que les artisans sont... Est-ce que c'est une innovation technique, tout simplement, en un siècle? Ou est-ce que c'est des chronologies différentes? Donc, c'est la première partie de la question. La seconde partie de la question, c'est qu'est-ce qui se faisait par ailleurs sur d'autres sites? Et est-ce que ça peut donner à vous des clés sur pourquoi autant de différences en site dans la technique de production? Tout d'abord, c'est des chronologies différentes entre les deux sites. Le site de Raqada, c'est des céramiques qui datent du 9e et du 10e siècle, début du 10e siècle. La céramique de Sabra al-Mansouriya date du 10e et de la première moitié du 11e siècle. Il faut parler aussi des aires d'influence différentes pour Raqada et pour Sabra al-Mansouriya. Quant à Tunis, on a trouvé... pas si loin d'ici, à l'hôpital Madame Rajel Oudi, elle a fait des fouilles à l'hôpital Aziz Othmana. Elle a trouvé des fragments de jeunes de Raqada, des fragments qui datent du 9e, 10e siècle. Aussi à Sidi Boukrissan, un endroit qui remonte à la période zéride. On a trouvé aussi des céramiques qui rappellent la céramique de Sabra al-Mansouriya. Pour le Mehdi, je pense, Mehdi il a fait des fouilles sur le site il a fait des fouilles sur le site de Mehdi et je pense qu'il a fouillé la deuxième faciès de la période zéride, donc une céramique tardive par rapport à Sabra al-Mansouriya. Une céramique qui date de la deuxième période zéride, c'est-à-dire deuxième moitié du 11e et début du 12e siècle. Merci Sonsa, la présentation à Tiksa. Bon, je vais poser une question par rapport au reflet métallique. Est-ce qu'il y avait vraiment une production de reflet métallique à la Raqada? Est-ce que les fous, selon les fous, non, Khatana, justement, à Sabra. Sur le site de Raqada, on n'a pas trouvé des indices de production de lustre métallique. Par contre, sur le site de Sabra al-Mansouriya, on a trouvé un fond produisé de la
céramique à lustre métallique, une céramique couverte d'une peinture turquoise laiteuse bien conservée. On a trouvé beaucoup de ratés de cuisson, tout ça. Des ratés qui prouvent, des analyses qui ont été faites et qui prouvent qu'il s'agit d'une argile qui provient du site. Et une céramique produite sur le site même de Sabal Masoli. Oui, de bien souligné. Benhafaï Khilal, urbaniste et consultant en urbanisme à la retraite. Bon, M. Sidéo m'a un peu interpellé dans le sens où il a parlé de l'architecture. Vous savez que la civilisation islamique a été la transmission, une courroie de transmission entre tout ce qui est culture précédente et puis par la suite. La maison arabe telle qu'on la connaît avec le patio, c'est une réminiscence de la maison romaine. Voilà, au niveau ce qu'on a vu aujourd'hui avec l'exposé excellent de madame sur les instruments de pharmacie, tout ça, a été un peu dans le même sens, un trait d'union dans la culture arabe au niveau de la pharmacie de façon générale. Vous savez que la pharmacie a été inventée entre autres par les Arabes. Apothèque, en allemand, ça vient du récipient, al-bawtaqa, qui est l'instrument par excellence du pharmacien. Donc cet engouement, on le retrouve, comme ça a été le cas, c'est pas par autosatisfaction pour la culture comme pour l'algèbre, on attribue à Khawarizm, l'algorithme et tout ça. Donc les Arabes ont été les précurseurs pour ce métier de pharmacie. Et d'où l'importance de ces instruments qu'on a vus. Ils ont excellé au niveau des récipients et tout ça, qu'on retrouve ces formes, même dans les formes modernes. C'est dans ce sens que, disons que la culture a été une transmission. Et on le doit dans l'histoire de l'humanité, nous en tant que civilisation islamique de façon générale. Voilà. Oui, en fait, je n'ai pas montré, mais sur le site de Sabra al-Mansouri, on a trouvé des petits pots, des pots vraiment de 3 cm, de 4 cm de hauteur. On a trouvé aussi des albarelles, des formes, des récipients cylindriques, à parois cylindriques, et on supposait qu'elles servaient pour des besoins pharmaceutiques. Nourdine Bousselmi, prof de théâtre. Merci pour les informations, pour votre conférence, professeur. Je voulais savoir quelque chose. Moi, avant, vous savez que Sidi Qassem, c'est le premier, c'était le premier qui ramenait la céramique, le carreau de céramique avec la technique de la cuerda sec, tout ça. Mais je découvre qu'à Sabra al-Mansouri, il y avait avec des émaux, tout ça, toute la décoration. Et quel est l'apport spécifique de Sidi Qassem Jlizi? Allah yarham. Pour les céramiques trouvées sur le site de Sabra al-Mansouri où a été appliquée la technique de la cuerda seca, il s'agit des céramiques qui dataient du 11e, 12e siècle. C'est une technique qui provenait directement de l'Andalousie. Par contre, Sidi Qassem Jlizi, il a vécu au 15e siècle. Donc c'est postérieur. Les canaux de revêtement. On a très peu d'indices sur les canaux de revêtement. Moi j'ai évoqué tout à l'heure la grande mosquée de Pérou.
Et il me semble que le vêtement avec des canaux de cléance, les changements de toile, ont commencé à cette époque-là. Est-ce que vous avez des éléments nouveaux par rapport à ce qu'on connaît sur ce sujet? On a trouvé des plaques, ce que j'ai déjà montré tout à l'heure, des plaques murales avec des représentations de guerriers ou des scènes de chasse. Aussi, on a trouvé des fragments de zélige de différentes formes, forme de losange, forme rectangulaire, des compositions qu'on pourrait... je me suis amusée à faire des compositions aussi, trouvées sur les sols du palais de Sabra Nassouri. Et des briques émaillées aussi. Non, c'est les plus anciennes, oui, c'est les plus anciennes. Oui, c'était trouvé dans des contextes de l'occupation du site, 10e, 11e siècle. Voilà. Je pense qu'on va passer à la deuxième partie. C'est Mohamed qui va nous... voilà. Donc la deuxième partie, je vous... نرجع بارابور للكواد داسيكا مدام سونس قالت لي 11e 12e سيكل لقيتوها في ثوره نصريه. ما عادش سولون ليستوار جو بونس سيدي قاسم الديزي هو اول واحد جاب الكواد داسيكا لتونس. اسكو سيتي دي زاتوي تارديف سيدي قاسم ولا سيتي افون سيدي قاسم؟ Ah, c'est pas la même chose. Et même après, depuis le XXe siècle, à Naples, il y avait de la production, de la colle d'assec. Mais il y en a juste pour préciser, est-ce que c'était vraiment, il y avait des ateliers de production de colle d'assec 11e, 12e siècle, ou à la cité de... Donc, avant de passer à la deuxième, je serai un peu notre ami Koundous. Donc c'est le travail du labo, sur la céramique. Et dommage que tu n'as pas participé à l'ouvrage, parce qu'on a servi de Choukri. Et Choukri n'a pas dormi, donc je peux vous présenter une présentation assez rapide. Et n'oublions pas que Tunis c'était un grand centre de céramique depuis cette époque-là, depuis le 9e. Donc c'est incontestablement, il y a des choses à donner à Tunis, il y a déjà des pièces qu'on pouvait faire capable. Autre chose, une commande. On va profiter de la présence de notre ami pour demander une conférence sur la céramique qui vient après, la céramique Hassi. Moi, je te l'ai dit à l'astronomie, il nous faut un livre sur la céramique Hassi. Parce qu'il y a une rupture totale. Le bleu, etc. La céramique de la Pasqua. Vous avez de belles pièces ici dans le exposé. Elles ne sont pas exposées, elles étaient exposées. Donc, on a de très belles pièces trouvées à Al-Qasba et la céramique de la Pasqua a changé complètement. Comme pour la période de Tamat, un autre changement. Et la spécialiste, l'une des spécialistes de la je pense que vous avez un thème particulier sur le sujet et elle nous présenter une conférence sur la céramique Hassi. Voilà, donc la deuxième partie, c'est... Monsieur Ahmed, on a peut-être présentation, نعملوها لهنا vous invite مرة أخرى نعمل présentation على السيراميك حفصي et surtout واحنا نحضروا في الشيمينير avec les Espagnols على التأثير الأندلسي في الخزف التونسي. مش تكون باساج واضح اي هنا جامبور فما بروجي كامل قاعد يحضر سيمينير avec des ateliers de reproduction et des ateliers de restauration. Ça va être toute une semaine فيهم des séminaires et des ateliers pratiques. ما وقتاش تو نقول لكم نورمال نهار كاين عندي ريونيون مع الامباساد و نفا بريزيدي J'espère que vous avez gardé quelque chose des photos, les قدامكم خاطر l'atelier pratique. On va faire de la décoration sur émail cru
Et j'aimerais bien que vous avez mémorisé quelques motifs. Hein? ما نبي منهم يشوفوا ما عندهم ميموار ولا ومن بعد اذا كان كاين ما عندوش ميموار نعاودوا نوريهم. Alors là on va faire la décoration sur une main écrite. On va essayer de reproduire des mots traditionnels de façon اللي يشبهوا شويه للرقاده et on va décorer avec l'oxyde de manganèse. Je vous invite قبل pause café صغيره نعمل une petite pause. On attaque la partie pratique. Ok? مرحبا بك.